bien sûr, bien sûr. coquilles qui Ouais, ouais, j'ai pourraient vu qu'il y avait rester. du travail de nuit, des Ah séances oui, nocturnes. il y a eu beaucoup. En fait, Ah non, non, mais moi. il y Oui. a pas un tableau qui n'ait été revu Non, on n'y touche pas en fait, plusieurs parce fois. que sinon Ah oui, vous allez. c'est C'est ça, contrainte. c'est la liaison, c'est le qui gère. Donc voilà, c'est ça. Comment dire, Voilà. les messages clés sur les Voilà. messages forts, sociaux, Bien. politiques, et ça. Mais le travail de fond qui a été fait sur les données avec énormément de données nouvelles, en fait, c'est qu'on a utilisé des bases de données existantes pour le traitement des trois niveaux. On fait l'objet d'une très très grande attention de ce type. Hier encore, on a vérifié un certain nombre de chiffres, de cohérence, etc. Ouais. Je suis en train de regarder l'année prochaine. Est-ce que est-ce qu'un sujet sur le handicap est dans votre périmètre? Alors, c'est pour l'année prochaine. Ouais. Alors,
Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie d'excuser deux choses. Un, la présidente Yael Braun-Pivet qui ne peut être présente parmi nous cet après-midi, qui m'a demandé de la suppléer. Et deuxième chose, de mon retard d'être venu en courant légèrement essoufflé. Donc lors de la réunion du 10 octobre 2022, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a inscrit à son programme de travail une évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes, à la demande du groupe socialiste et apparenté. Il a désigné Mesdames Louise Morel, membre du groupe démocrate, et Cécile Untermaier, membre du groupe socialiste, comme rapporteurs. Au cours de cette même réunion, le comité a sollicité l'assistance de France Stratégie, donc comme c'est prévu par le fondement de l'article 3 du décret 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du commissariat général à la stratégie et à la prospective. Et donc en choisissant ce thème, notre comité a fait preuve d'une continuité d'action puisqu'il a publié il y a 10 ans une évaluation sur le même sujet, sur la signature de messieurs Régis Roanico et Jean-Frédéric Poisson. C'était le 5 décembre 2013, très précisément. Donc je suis heureux d'accueillir le commissaire général de France Stratégie, M. Gilles de Margerie, accompagné de M. Cédric Audenis, commissaire général adjoint, de M. Gauthier Meigne, directeur du département Société et Politique sociale, Mme Bénédicte Galtier, son adjointe, et de Mme Hélène Garner, directrice du département Travail, Emploi, Compétences, et de M. Mohamed Arfi, expert référent auprès de ce département, qui vont du coup nous présenter leur travail. Monsieur le commissaire général, vous avez donc la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste un tout petit mot d'introduction. Vous avez déjà dit beaucoup de choses sur le contexte. C'est en fait maintenant une habitude assez bien ancrée, puisque c'est notre 5e rapport dans ce contexte, et une coopération avec le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques que, vu de chez nous, on trouve extrêmement fructueuse. Et le sujet que vous nous avez proposé et que la Première ministre a validé est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations. Nous avons publié récemment un document sur le poids des héritages, avec une note brève qui le résume, dont le titre est « La force du destin ». Ça dit assez bien les choses, puisque ça s'intéresse principalement à ce qui se passe dans les parcours scolaires. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de différent, qui est ce qui se passe après et la manière dont des politiques publiques se tournent vers les mobilités sociales des jeunes. En pratique, les politiques publiques ne disent pas qu'elles sont en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Elles ont éventuellement cet impact potentiellement, mais ce n'est pas un objectif explicite. Et du coup, nous nous sommes trouvés avec un sujet de délimitation du champ sur lequel on reviendra, qui était évidemment très important. Et puis, le fait qu'il y ait eu le rapport de 2013 du CEC fournissait une ligne directrice, puis il y avait déjà une base qui avait fait l'objet d'une investigation poussée. Et puis, ça donnait un cadre temporel, puisque dans les échanges très fructueux que nous avons eus avec les deux rapporteurs, avec Mme Untermaier et Mme Morel, nous avons décidé collectivement de centrer le propos sur ce qui s'est passé les 10 dernières années et donc de ne pas remonter pour les politiques sur lesquelles on fait un zoom au-delà de ça, même si le point fort, je crois, du rapport, vous le verrez, c'est de donner une vision de très long terme à la fois des politiques publiques dans ce domaine-là, mais celles que nous avons sélectionnées pour faire des zooms sont des politiques où il s'est passé quelque chose dans les 10 dernières années, et aussi une vision de très long terme sur le diagnostic de mobilité sociale. Ça a structuré de manière assez naturelle notre approche, puisque nous avons une phase importante du rapport qui est un diagnostic actualisé de la mobilité sociale sur 35 ans, avec une pluralité d'indicateurs que nous avons retenus dans ce contexte. Quelque chose qui est peut-être une innovation importante du rapport, à nos yeux en tout cas, qui est de repérer dans la formation des inégalités sociales les déterminants les plus importants pour concentrer ensuite notre analyse sur les politiques publiques, sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur ces différents déterminants. Et c'est ce qui nous a conduit à faire une cartographie très complète des dispositifs avec une estimation des moyens mobilisés, à faire un panorama sur 40 ans de l'éducation de l'emploi des jeunes et illustrant
l'emploi global, l'impact global des politiques dans ces domaines-là, et puis les 5 dispositifs sur lesquels on fait un zoom, qui s'échelonne un peu autour du parcours de vie des personnes concernées et pour lesquels il y a eu des novations au cours des 10 dernières années. Je vais donc passer, si vous le voulez bien, la parole à Bénédicte Galtier, que vous avez présenté, et à Mohamed Harfi, que vous avez également présenté. Bonjour à tous. Étudier les politiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes suppose de dresser au préalable un état des lieux. Notre rapport présente dans une première partie la photographie la plus récente et la plus complète possible à la fois des positions qu'occupent actuellement les jeunes dans la hiérarchie sociale, une photographie également de leur mobilité sociale et des évolutions au cours des dernières années. La plupart des résultats que nous présentons sont inédits. Ils sont inédits parce qu'ils sont centrés spécifiquement sur les jeunes, inédits parce qu'ils exploitent des données récentes et parce qu'ils résultent de travaux qui ont été menés spécifiquement pour ce rapport. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 10 ans, les députés Régis Juanico et Jean-Frédéric Poisson publiaient un rapport d'information sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Et du coup, la question qui vient naturellement à l'esprit est que s'est-il passé en 10 ans ? Compte tenu du fait que la mobilité sociale est un processus qui s'inscrit dans le temps long, nous avons analysé la mobilité sociale des jeunes, non pas seulement au cours des 10 dernières années, mais au cours des 35 dernières années, avec un focus plus particulier sur les 15 dernières années. Nous avons étudié les jeunes qui sont sortis de formation initiale depuis 5 à 10 ans et nous nous sommes posé la question suivante: quelle position occupent les jeunes dans la hiérarchie sociale par rapport à leurs parents? Autrement dit, on a regardé la mobilité sociale sous l'angle intergénérationnel. 5 grands enseignements sont à retenir. Le premier est une bonne nouvelle, puisque sur la période 1983-2019, les perspectives de promotion sociale se sont améliorées pour tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, sous l'effet de l'augmentation de la part des emplois de professions intermédiaires, de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Mais mauvaise nouvelle pour nos jeunes actuels, cette progression de la mobilité sociale a eu lieu essentiellement au cours de la décennie 90. Depuis le début des années 2000, la mobilité sociale tend au contraire à légèrement régresser sous l'effet de l'augmentation des mobilités descendantes et une régression des mobilités ascendantes. Troisième résultat très important, la mobilité sociale des jeunes femmes progresse relativement à celle des jeunes hommes. Pour dire les choses autrement, les jeunes femmes ont rattrapé les jeunes hommes. Et ça se voit sur le graphique qui figure à droite. Vous voyez donc entre les années 90, il y a une petite progression de la mobilité sociale et qu'en 2019, là, en bas, la courbe des jeunes femmes rejoint la courbe des jeunes hommes. Alors, si on restreint maintenant l'analyse à la période 2003-2019, on constate que les mobilités entre catégories sociales, d'une génération à l'autre, sont loin d'être négligeables. On a calculé qu'il y a eu 24% de mobilité ascendante, 32% de mobilité descendante, ce qui veut dire qu'il y a eu davantage de mobilité que de situations d'immobilité. Malgré ces mouvements, la reproduction sociale reste marquée dans la société française actuelle, en ceci que les jeunes occupent souvent la même position sociale que leurs parents. Si vous regardez le tableau à droite, vous voyez que la moitié des jeunes qui ont grandi dans une famille à dominante de cadres sont eux-mêmes cadres ou occupent une profession intellectuelle supérieure, alors que les jeunes issus de familles à dominante ouvrière sont, pour 34 d'entre eux, ouvriers. Et si on ajoute ceux qui sont ouvriers et employés, c'est en fait 69% des jeunes d'origine ouvrière qui occupent ces emplois d'ouvriers ou d'employés. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la mobilité intragénérationnelle, c'est-à-dire nous avons regardé comment a évolué au cours des 3 premières années de la vie active des jeunes leur position sociale, et nous avons regardé cette mobilité intragénérationnelle à la lumière de leur origine sociale. Et pour cela, nous avons regardé la mobilité intragénérationnelle des jeunes qui sont sortis de formation initiale en 2017 et qui ont été interrogés en 2020. Alors, 3 grands résultats sont à retenir. Premièrement, la reproduction sociale est visible dès les premiers pas des jeunes sur le marché du travail, et 3 ans après leur sortie de formation initiale, la reproduction sociale a eu tendance à s'accentuer en haut de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que les jeunes qui ont grandi dans des familles de cadres sont
encore plus souvent cadres à leur tour 3 ans après de sortie de formation initiale plutôt qu'à leur premier emploi. Mais la reproduction sociale s'est aussi estompée dans le bas de la hiérarchie sociale, en ceci que les jeunes d'origine employés et ouvriers occupent 3 ans après leur sortie de formation initiale plus souvent une position sociale supérieure à celle de leurs parents. Deuxième grand enseignement, on va faire un zoom sur le haut de la hiérarchie sociale pour voir que derrière la propension à accéder au statut de cadre se trouve le niveau et le type de diplôme détenu par les jeunes. Ainsi, à caractéristiques identiques, un jeune qui détient un diplôme d'ingénieur a 5 fois plus de chances d'être cadre qu'un jeune qui est diplômé de master de sciences sociales ou de lettres. Or, le diplôme est étroitement lié à l'origine sociale. Si vous regardez le graphique, vous voyez que 55% des jeunes dont les 2 parents sont cadres sont diplômés du supérieur long, contre uniquement 11% des jeunes qui sont issus de familles à dominante ouvrière. Et, point important, même lorsqu'ils sont diplômés du supérieur, les jeunes d'origine modeste ont plus de difficultés à se hisser en haut de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que si on prend des jeunes diplômés du supérieur, à caractéristiques identiques, dont le niveau et le type de diplôme, eh bien, un jeune issu de famille cadre aura 1,3 fois plus de chances qu'un jeune d'origine employée d'être cadre. Et cet avantage est encore plus prégnant 3 ans après la sortie de formation initiale, puisque c'est pas, au bout de 3 ans, la probabilité est multipliée par 1,5 et non plus seulement par 1,3. Troisième résultat important, changer de catégorie sociale en début de carrière n'est pas fréquent. En fait, les 3/4 des jeunes occupent la même position sociale lors de leur premier emploi et lors de l'emploi qu'ils occupent en 2020. Et pour les 25% de jeunes qui ont connu un changement, il s'est agi dans 7 fois sur 10 d'une mobilité ascendante qui correspond à un phénomène de rattrapage pour des jeunes qui occupaient une position sociale en décalage avec leur milieu d'origine. Par exemple, des jeunes dont les parents étaient cadres, qui étaient profession intermédiaire au premier emploi, sont devenus cadres à l'emploi occupé 3 ans après leur sortie de formation initiale. Alors, tous ces résultats nous suggèrent que les diplômes ne sont pas la seule cause des disparités de position et de mobilité sociale. En conséquence, les politiques qui visent à élever le niveau de diplôme des jeunes sont indispensables, mais elles ne sont pas suffisantes pour assurer à tous les jeunes, notamment ceux d'origine modeste qui sont diplômés du supérieur, une possibilité de mobilité sociale et la possibilité d'accéder à une catégorie sociale qui correspond à leur diplôme et à leurs ambitions. La plupart des travaux sur la mobilité sociale portent exclusivement sur les personnes qui sont nées dans l'Hexagone. Notre rapport propose un éclairage particulier sur la mobilité sociale des jeunes qui sont nés dans les départements et régions d'outre-mer, c'est-à-dire les DROM. Alors, compte tenu des données disponibles, nous avons été obligés un petit peu de jongler et nous avons étudié la mobilité sociale de 2 manières. Premièrement, on a étudié de manière directe la mobilité intergénérationnelle des jeunes natifs des DROM. Et pour pouvoir comparer les jeunes natifs des DROM et les jeunes natifs de l'Hexagone, nous avons calculé ce que nous avons appelé un potentiel de position sociale élevée à partir de 3 indicateurs. Le premier indicateur est l'accès à un diplôme de l'enseignement supérieur qui, nous le verrons, est vraiment le déterminant majeur de la mobilité sociale. Le deuxième indicateur est l'accès à l'emploi, qui est une condition nécessaire mais non suffisante pour s'inscrire dans une trajectoire de mobilité sociale. Et le troisième indicateur est l'accès au statut de cadre, qui est l'une des positions dans la hiérarchie sociale. Nous nous sommes intéressés aux jeunes natifs des Antilles, c'est-à-dire de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi que des jeunes natifs de la Réunion, qui sont sortis de formation initiale depuis 5 à 10 ans. Et je voudrais tout de suite vous mettre en garde et vous dire que, compte tenu des données disponibles, nous avons été amenés à faire des regroupements à la fois des origines sociales des jeunes et des positions sociales qu'ils occupent, et que du coup, ceci a pour effet de minimiser, de sous-estimer la mobilité sociale et au contraire de surestimer la reproduction sociale. Munis de ces avertissements, je vous présente les 2 principaux résultats qui se dégagent de notre analyse. Premier grand enseignement,
le potentiel de position sociale élevée est globalement plus faible pour les jeunes nés dans les DROM que pour ceux qui sont nés dans l'Hexagone. Cela veut dire que, à caractéristiques identiques, c'est-à-dire à âge, sexe et origine sociale identiques, les jeunes natifs des DROM sont moins souvent diplômés de l'enseignement supérieur, ils sont moins souvent en emploi et ils ont moins souvent accès au statut de cadre. Deuxième grand résultat, la migration de ces jeunes vers l'Hexagone modifie considérablement leur trajectoire de mobilité sociale. Premièrement, la migration vers l'Hexagone atténue, sans toutefois les annuler, les écarts de potentiel de position sociale élevée entre les jeunes nés dans les DROM et ceux nés dans l'Hexagone. Alors, je prends un exemple. Les jeunes qui sont nés dans les DROM et qui résident dans l'Hexagone ont plus de chances d'obtenir un diplôme du supérieur et un emploi que les jeunes qui sont restés dans leur DROM de naissance. En revanche, la migration n'a pas d'effet sur l'accès au statut de cadre. Deuxième grand résultat, la migration améliore également la mobilité sociale des jeunes qui sont nés dans les DROM, qui ont vécu en métropole et qui sont retournés vivre dans leur DROM. Et du coup, ça fait qu'il y a un écart entre la mobilité sociale et la position sociale de ces jeunes qu'on dit de retour et les jeunes sédentaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais quitté leur DROM de naissance. Et puis, dernier grand résultat, comme les jeunes issus des familles modestes migrent beaucoup moins souvent en métropole que les jeunes d'origine intermédiaire et favorisée, il en résulte que la migration a pour effet d'accroître la reproduction sociale. Alors, j'en viens maintenant à un point dont a parlé Gilles de Margerie et qui est particulièrement important pour nous. La mobilité sociale n'apparaît pas parmi les objectifs qui sont explicitement assignés aux politiques publiques à destination des jeunes. Aussi, avant de chercher à analyser les politiques qui seraient susceptibles de faciliter la mobilité sociale des jeunes, nous sommes passés par une étape préalable qui a consisté à identifier les facteurs qui influent sur la mobilité sociale, que nous avons appelés les déterminants de la mobilité sociale, et à identifier également les mécanismes par lesquels ils agissent. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur des travaux qui permettent d'isoler ces facteurs qui agissent sur la mobilité sociale et qui permettent de quantifier leur poids. Et du coup, dans le rapport, nous avons considéré comme politique publique en faveur de la mobilité sociale des jeunes, celles pouvant agir sur les déterminants de leur position sociale et de leur mobilité sociale. Et une fois identifiés ces déterminants, il s'agit de repérer ceux qui peuvent constituer des leviers sur lesquels les politiques publiques peuvent agir afin qu'elles produisent les résultats qu'elles visent. Alors cet exercice d'identification des déterminants était absolument nécessaire, mais il se heurte à deux limites que je vous livre immédiatement. Premièrement, les déterminants sont souvent corrélés entre eux, avec des causalités qui peuvent jouer dans plusieurs sens, et souvent ils font système. La deuxième limite est que les déterminants identifiés n'expliquent qu'une partie de la mobilité sociale. Il reste en fait de la variabilité non expliquée qui peut être importante. Alors, avec ces précautions, le résultat qui est vraiment le plus important à retenir est que le diplôme est vraiment le déterminant majeur de la mobilité sociale. Deuxième point important, la mobilité sociale l'origine sociale joue fortement sur le diplôme, à la fois le niveau et le type de diplôme. Troisième enseignement, l'origine sociale a aussi un impact sur la position sociale, même à niveau de diplôme identique. Quatrième résultat très important, les canaux par lesquels l'origine sociale joue sur la position sociale sont multiples. Alors, pour essayer de démêler tout ça, nous avons établi un schéma que je vais vous présenter et puis je reviendrai à la diapositive précédente. Alors, sur ce schéma, nous avons dressé une frise qui va de l'orientation en fin de troisième jusqu'à la position et la mobilité sociale. Nous avons positionné en bas de cette frise les déterminants de la mobilité sociale et les canaux par lesquels agit l'origine sociale sont indiqués. Vous voyez, origine sociale, je vais y revenir. Et au-dessus de cette frise, nous avons mis, et j'anticipe sur la deuxième partie de la présentation, nous avons mis les politiques
qui sont susceptibles de favoriser la mobilité sociale des jeunes et sur lesquels nous avons porté tout particulièrement notre attention. Alors si je reviens un petit peu en arrière, alors quels sont les canaux par lesquels l'origine sociale joue sur la position sociale? Le premier est le capital culturel des parents qui influe très tôt et durablement sur le destin de leurs enfants. Le deuxième déterminant est le revenu des parents qui produit un effet propre en plus du capital culturel et qui vient se cumuler au capital culturel. Et un effet important du revenu des parents, c'est notamment l'aide financière que les parents peuvent accorder à leurs jeunes pour qu'ils accèdent à l'enseignement supérieur. Un autre déterminant important de l'origine sociale, c'est les ambitions scolaires des élèves qui dépendent de l'origine sociale, les ambitions des jeunes d'origine modeste étant plus faibles que celles des jeunes d'origine favorisée. Il y a également d'autres déterminants tels que le sexe, l'ascendance migratoire, la configuration familiale, le territoire d'origine qui jouent également sur la mobilité. En particulier, les perspectives de mobilité ascendante sont moindres pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes à niveau de diplôme identique. Les jeunes qui ont grandi dans des familles monoparentales ont aussi moins de chances d'effectuer une mobilité ascendante. La mobilité géographique dans l'enfance favorise au contraire la mobilité sociale, qui dépend aussi du lieu où ont vécu les enfants. Et dernier point, l'ascendance migratoire a des effets contrastés, c'est-à-dire qu'à caractéristiques des parents identiques, elle à la fois améliore la probabilité d'une mobilité ascendante parce que les familles ont des ambitions importantes, parce qu'elles s'investissent dans l'éducation de leurs enfants, et en même temps, avoir des parents d'origine immigrée accroît aussi la probabilité de mobilité descendante. Donc voilà, récapituler les déterminants qui agissent sur la mobilité sociale. Alors maintenant, la question qui se pose est de savoir, parmi ces déterminants, quels sont ceux sur lesquels peuvent agir les politiques publiques. Alors, ceux qui touchent à l'intimité des familles, comme la configuration familiale ou les pratiques éducatives des parents, ne constituent pas des leviers privilégiés de la politique publique, même si elle peut chercher à en atténuer les impacts négatifs. En revanche, les politiques publiques peuvent agir, par exemple, sur le système éducatif pour qu'il soit moins le lieu de reproduction des inégalités sociales. Les politiques publiques peuvent aussi agir sur les ambitions des jeunes, de manière à améliorer celles des jeunes d'origine défavorisée. Les politiques publiques peuvent aussi agir sur l'aide financière, compléter l'aide des parents de manière à ce que les jeunes d'origine modeste puissent davantage, s'ils le souhaitent, poursuivre dans l'enseignement supérieur. Je vais maintenant passer la parole à Mohamed Arfi. Merci Bénédicte. Ça marche, il faudrait éteindre peut-être. Merci Bénédicte. Bien, après cet exposé sur l'évolution de la mobilité sociale en France sur les 35 dernières années, place maintenant pour discuter des questions des politiques publiques. Ça marche ? Voilà. C'est mieux celui-là. Parfait. Merci. Je disais, après cet exposé sur l'évolution de la mobilité sociale des jeunes en France sur ces 35 dernières années, je rappelle avec une évolution positive jusqu'à la fin des années 90, mais une quasi-stabilité de la mobilité sociale en France sur les 20 dernières années. Et donc, cela revient à s'interroger sur les politiques publiques. Eh bien, comme toute évaluation de politique publique, trois principales questions se posent. La première, c'est quelle efficacité, en s'interrogeant sur les résultats et leur lien avec les moyens en fait engagés. Deuxième question, c'est quelle cohérence en comparant les objectifs aux moyens mobilisés. Et troisièmement, c'est quelle efficience, en s'interrogeant aussi sur l'allocation des moyens. Alors, pour répondre à ces questions, comme l'a rappelé le commissaire en introduction, France Stratégie a mené des travaux selon trois dimensions. La première dimension, c'est un regard historique et rétrospectif sur l'éducation et l'emploi des jeunes sur les 40 dernières années.
L'idée, c'était à la fois de comprendre le contexte dans lequel a évolué la mobilité sociale sur les 35 dernières années, et d'autre part, c'est aussi une illustration de l'impact des politiques en matière d'éducation et d'emploi des jeunes. Deuxième dimension, c'est s'interroger en fait sur les dispositifs en faveur de la mobilité. Pardon. Et là, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué, y compris dans le rapport de votre comité en 2013, il n'y a pas de recensement exhaustif ni systématique pour identifier les dispositifs en faveur de la mobilité sociale. Alors, ce que nous avons fait à France Stratégie, et grâce aux différentes administrations, nous avons lancé une enquête spécifique auprès des administrations pour identifier les dispositifs et aussi estimer les moyens qui sont mobilisés dans ce cadre. Troisième dimension qui a été en fait utilisée, c'est à partir des dispositifs que nous avons identifiés, eh bien, il y a eu un choix sur 5 dispositifs, parce qu'il n'était pas possible de passer en revue plus de 50 dispositifs, j'y reviendrai tout à l'heure, et en fait, il y a eu un choix de 5 dispositifs selon 3 critères sur lesquels je vais revenir au moment de la présentation. Alors, premier élément, c'est que s'est-il passé pendant 40 ans d'éducation et d'emploi des jeunes? Je vais résumer, c'est très difficile, mais résumer en fait cette évolution en quelques points. 3 points essentiels. Premier point, c'est la croissance forte du taux de scolarisation des jeunes en France sur ces 40 dernières années. Mais l'essentiel, il s'est passé entre 1985 et 1995. Cela correspond aussi aux 2 objectifs qui étaient affichés par les pouvoirs publics, quelle que soit en fait la couleur politique des pouvoirs publics, c'était 80% d'une classe d'âge ayant le bac et 50% des diplômés du supérieur à la sortie du système éducatif. Eh bien, quand on voit en fait la conséquence, c'est une élévation du niveau d'éducation en fait en France. Et donc, quand vous voyez que 83% aujourd'hui de bacheliers dans une génération et plus de 50% aussi de diplômés du supérieur qui sortent de notre système éducatif, on peut dire que les objectifs publics ont été atteints au niveau quantitatif. Mais quand on arrive à la question d'analyse beaucoup plus fine de ces données-là, sur ces 40 dernières années, là, on retrouve en fait des éléments qui sont un peu moins positifs. C'est que les inégalités se maintiennent à la fois dans le secondaire et dans le supérieur. Alors, je vous évite tous les chiffres qui sont vraiment très nombreux et riches dans le rapport, vous verrez, mais qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Si on compare les enfants issus de familles défavorisées par rapport à des enfants de familles favorisées, globalement, ils sont surreprésentés dans l'enseignement professionnel du secondaire. Deuxièmement, ils obtiennent le bac dans des proportions 20 points moins que les enfants de familles favorisées. Ils sont 2 fois moins diplômés de l'enseignement supérieur. Et quand ils sont diplômés de l'enseignement supérieur, ils sont moins diplômés de l'enseignement supérieur long, c'est-à-dire les masters et le doctorat. Et enfin, quand ils sortent du système éducatif, ça arrive aux jeunes de sortir du système éducatif sans diplôme, là aussi, les enfants issus de familles défavorisées sont 2 fois plus à sortir du système éducatif et de l'enseignement supérieur non diplômés que les enfants issus de familles favorisées. Voilà en résumé les 3 points, vraiment en résumé des 40 ans d'éducation en fait en France. Pardon. Hop. J'arrive pas à passer. Voilà. Alors, la question c'est que s'est-il passé sur le deuxième volet qui est le travail, le marché du travail des jeunes. Là aussi, sur ces 40 dernières années, on peut résumer en fait la situation en 2 principaux points. Premièrement, ce qui a été dit juste précédemment, c'est que l'élévation du niveau d'éducation des jeunes en France, d'une part, a fait qu'il y a moins de jeunes qui sont présents sur le marché du travail, parce qu'ils sont inactifs. Deuxième élément qui rajoute aussi à cette croissance de l'inactivité, c'est un effet démographique. Il y a près d'1 million de jeunes de moins de la classe d'âge 15 à 29 ans. Eh bien, ces 2 effets ont fait qu'il y a plus de 2,5 millions de jeunes qui sont inactifs, donc ils sont au moins présents sur le marché du travail. Eh bien, quand on a ces éléments-là, on se dit quel effet? Ça devrait être normalement un effet plutôt positif sur le marché du travail avec un desserrement de la situation. Or,
Quand on regarde la courbe, et toutes les courbes, en fait, tout au long des 40 dernières années, la situation, est restée structurellement difficile pour les jeunes, principalement pour les non-diplômés ou peu diplômés. Comme vous le voyez, leur taux de chômage est 4 fois supérieur à ceux diplômés de l'enseignement supérieur. Deuxième élément, c'est aussi les inégalités en la matière. Et là, je ne reviens pas sur le constat qui a été déjà dressé par Bénédicte Galtier avant, en termes d'accès à l'emploi, en termes d'accès à l'emploi en CDI, en termes de rémunération, etc. Donc voici en résumé les deux, je dirais en 5 points, l'évolution de 40 ans d'éducation et d'emploi des jeunes en France. Alors compte tenu de ces éléments, se pose la question des politiques publiques, et là on a fait un travail sur la cartographie des dispositifs en faveur de la mobilité sociale. Comme je rappelle, il n'y a pas de politique explicite en la matière. Toutes les politiques sont plutôt définies en termes d'inégalité des chances, de réduction de ces inégalités. Et là, nous aboutissons au constat suivant. Premier constat, il y a une multiplicité des dispositifs, plus d'une cinquantaine, que nous avons ici classés dans ce premier tableau selon à la fois, je dirais, le parcours même des jeunes, c'est-à-dire allant de l'enseignement scolaire jusqu'à l'insertion dans l'emploi, avec aussi une colonne supplémentaire qui est sur d'autres domaines, puisqu'on n'a pas réussi à les classer dans les 3 premières colonnes. Premier constat, multiplicité des dispositifs. Mais au-delà de cette multiplicité, le travail qui a été fait lors de cette enquête nous a permis de mener des travaux d'estimation des moyens. Et à partir de ce travail, on a réussi à avoir des premiers éléments de réponse à 4 questions principales. La première, c'est combien il y a de dispositifs? Là, la réponse, c'est plus de 50. Deuxième question, quel est le montant mobilisé dans le cadre de ces 56 ou 57 dispositifs? L'estimation à laquelle nous arrivons est de l'ordre de 13 milliards d'euros. Troisième question, que représentent ces 13 milliards d'euros par rapport à l'ensemble des moyens en faveur des jeunes? Eh bien, nous trouvons 12,5%. Si nous rapportons ces 13 milliards aux 105 milliards qui sont inscrits dans le document budgétaire, qui est le document de politique transversale, politique en faveur des jeunes, qui représente 105 milliards. Dernière question, quelle est la répartition de ces moyens, de ces 13 milliards, selon les grands champs des politiques publiques? Nous nous intéressons principalement à l'éducation et à l'emploi. Eh bien, pour schématiser de façon assez simple, si on devait répartir ces 13 milliards sur 100 euros, eh bien, il y a la moitié, donc 49 euros, qui sont du domaine de l'éducation. Mais quand on retire de cette moitié tout ce qui est bourse, notamment du secondaire et du supérieur, il reste seulement 18 euros qui sont en faveur, je dirais, de la réussite et la performance scolaire des jeunes. Toujours sur ces 100 euros, 40 euros relèvent du domaine de l'emploi. Mais quand on regarde ces moyens en matière d'emploi, hors apprentissage, il s'agit en réalité de dispositifs en faveur des jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification. Ce sont en quelque sorte des dispositifs de mobilité de seconde mobilité, enfin seconde chance de mobilité sociale. Dernière question, et donc c'est la troisième dimension, c'est parmi les 56 dispositifs que nous avons identifiés, nous avons retenu 5 pour une analyse beaucoup plus spécifique, plus détaillée. Et je souhaiterais en fait brièvement vous dire les critères que nous avons retenus pour les choisir. Premier critère, c'est que, comme l'a rappelé M. Gilles de Margerie, ce sont des dispositifs qui couvrent l'ensemble du parcours des jeunes de l'éducation à l'emploi. Deuxième critère, ces dispositifs que nous avons retenus ont pour la plupart connu des réformes importantes au cours des dernières années. Et dernier élément, c'est que ces dispositifs aussi sont identifiés à la fois dans notre analyse, mais aussi dans la littérature, comme étant des dispositifs importants en matière de mobilité sociale, dont vous voyez ici la liste. Et donc nous commençons par le premier dispositif qui est sur la mixité sociale. Et je passe la parole à Bénédicte.
De nombreux travaux scientifiques ont cherché à évaluer les effets de la mixité sociale en milieu scolaire sur les trajectoires des élèves. On peut retenir deux grandes conclusions. Premièrement, les effets de la mixité sociale en milieu scolaire sur les performances scolaires à court terme des élèves, notamment sur les performances scolaires des élèves issus de milieux défavorisés. Bien, les effets sont réels, mais plutôt limités. En revanche, la mixité sociale semble avoir des effets bénéfiques sur les trajectoires à plus long terme des jeunes de milieux sociaux défavorisés. C'est-à-dire que la mixité sociale permet de réduire le décrochage scolaire, elle améliore l'accès à l'enseignement supérieur, elle améliore aussi le niveau de diplôme atteint et elle permet une densification des réseaux qui sont utiles pour l'insertion professionnelle. Point important, les études, les évaluations montrent que les améliorations des parcours scolaires des élèves issus de milieux modestes ou des élèves qui sont fragiles scolairement ne se font pas au détriment des performances et de la réussite des élèves plus favorisés. En ce sens, la mixité sociale en milieu scolaire peut donc constituer un facteur de mobilité sociale ascendante par le biais de l'amélioration des résultats scolaires. Et elle peut aussi, et c'est l'un de ses objectifs importants, améliorer la cohésion sociale et le vivre ensemble des élèves. Alors, ces dernières années, plusieurs dispositifs visant à accroître la mixité sociale ont été mis en place. Par exemple, la réforme du dispositif AFELNET à Paris a permis de rééquilibrer la composition sociale des lycées. En dépit des efforts fournis, les écarts de composition sociale observés entre les établissements du secondaire restent importants et ils s'expliquent en partie par les divergences de profil entre les élèves qui sont scolarisés dans le secteur public et ceux qui rejoignent le secteur privé. Alors, nous avons ensuite recensé plusieurs pistes d'amélioration qui animent le débat public actuel et je voudrais vous en livrer quelques-unes. La première serait de faire de la mixité sociale et scolaire une priorité nationale qui serait matérialisée par un Conseil national pour la mixité sociale à l'école et dresser également un plan d'urgence pour les 100 établissements les plus ségrégés. Une autre piste serait d'agir sur les préférences des familles en renforçant l'attractivité des établissements les plus défavorisés. Par exemple, en proposant des sections internationales, en proposant des classes à horaires aménagés. Une autre possibilité serait de faire davantage contribuer le secteur privé sous contrat à la mixité, par exemple en modulant les moyens qui lui seraient alloués en fonction des caractéristiques sociales et scolaires des élèves qui l'accueillent. Merci. Merci Bénédicte. Deuxième dispositif que nous avons retenu, c'est le dispositif dit obligation de formation 16-18 ans. On précise bien qu'il s'agit d'obligation de formation, une non-obligation de scolarité, la scolarité obligatoire étant jusqu'à l'âge de 16 ans. Et donc pour les 16-18 ans, cette obligation se traduit par des dispositifs à la fois de retour dans le système scolaire, mais aussi l'ouverture sur des dispositifs avec des parcours et un accompagnement vers l'insertion professionnelle notamment. Alors, l'objectif de ce dispositif, c'est bien aussi, je dirais, de réduire les inégalités, surtout pour ces jeunes qui sont pour la plupart des décrocheurs du système scolaire, en fait, qui sortent souvent sans diplôme et sans qualification. Et en termes d'évaluation, c'est un des dispositifs pour lesquels on a eu des difficultés en fait, à avoir des éléments pour deux raisons. D'abord, il manque, nous avons donc un recul temporel qui est assez faible, parce que je rappelle que c'était une disposition qui a été présentée lors de la stratégie de lutte contre la pauvreté, et aussi qui a été inscrite, et donc a eu une inscription au sein de la loi de 2019 sur l'école de la confiance, et mise en œuvre de manière pratique à partir de 2020. Donc on a peu d'éléments pour le moment pour évaluer l'impact. Deuxième aussi raison, c'est que le repérage même de ces jeunes qui sont décrocheurs et qui ne respecteraient pas cette disposition d'obligation de formation de 16 à 18 ans, eh bien le repérage, comme l'a rappelé le rapport du 7 juin 2023, donc assez récent, de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, donc assez récent, que ce repérage n'est pas encore parfait. Il s'est amélioré, mais il n'est pas encore parfait. Et donc, deuxième élément de repérage, combien même on aurait repéré ces jeunes, il faudrait pouvoir repérer ces jeunes de 16 et 18 ans qui ne respectent pas cette obligation au sein même du dispositif
de seconde chance. Or, là aussi, on a eu des difficultés de les identifier pour pouvoir voir quel est l'impact de tel ou tel dispositif dans, je dirais, le devenir de ces jeunes. Toutefois, nous avons d'ailleurs mis dans le rapport, il y a eu un indicateur qui est un indicateur de suivi de ces jeunes, qui est l'indicateur très connu, en abréviation je dirais en anglais, mais en français c'est tous les jeunes qui sont ni en études, ni en emploi, ni en formation, les fameux NEET. Or, quand on prend les jeunes de 16 à 18 ans NEET, il y a bien une poursuite de baisse de leur nombre durant les années au-delà de 2018, donc après la mise en place de cette obligation. Mais de même aussi pour les sorties dites précoces, elles baissent aussi, elles continuent à baisser. Mais nous n'avons pas la possibilité d'isoler au sein de ces NEET quel est l'impact de cette obligation 16-18 ans, c'est-à-dire quels sont les jeunes qui n'ont pas respecté cette obligation et qui ont pu être en fait raccrochés et bénéficier d'un des dispositifs. Concernant les pistes d'amélioration, ce sont des pistes, je rappelle, d'amélioration qui sont en débat. Il ne s'agit pas de propositions de France Stratégie, mais nous avons à chaque fois essayé de chercher quelles sont les pistes d'amélioration qui sont en débat. La première, c'est l'amélioration déjà du repérage des jeunes. C'est important pour pouvoir évaluer dans les années à venir cette disposition. Mais il y a aussi l'amélioration de l'accompagnement de ces jeunes de 16 à 18 ans. Et parmi les mesures qui sont aussi en débat, c'est comment faire bénéficier les jeunes de 16 à 18 ans qui n'ont jamais travaillé et donc n'ont pas acquis des droits au CPF, le compte personnel de formation. Donc comment faire bénéficier du compte personnel de formation, notamment des jeunes qui n'ont pas eu accès à des expériences professionnelles. Troisième dispositif que nous avons retenu, c'est le dispositif des quotas boursiers. Alors, la question des quotas boursiers, les quotas déjà dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que ça existait déjà bien avant, notamment depuis 2013, avec des quotas de boursiers, enfin des quotas de bacheliers professionnels dans les sections de techniciens supérieurs, les BTS, ou des quotas de bacheliers technologiques dans les instituts universitaires de technologie, les IUT. Mais il y avait aussi une autre disposition pour les jeunes issus de milieux défavorisés, c'est la fameuse disposition des 10 meilleurs élèves de chaque lycée qui pouvaient avoir priorité dans les filières sélectives de l'enseignement supérieur. Eh bien, c'est cette disposition qui a été modifiée et qui est devenue plutôt des quotas par formation au sein de Parcoursup, dans les modalités qui sont affichées d'ailleurs dans la présentation, c'est-à-dire qu'un minimum de 5% de boursiers dans les formations qui n'en accueillaient pas à ce niveau-là, c'est-à-dire en dessous. Et deuxième disposition, c'est que la proportion des boursiers dans chaque formation devrait être au minimum égale à la proportion des boursiers lycéens candidats à cette formation, à laquelle on rajoute 2 points. Donc c'est ça la disposition. Alors quel est l'impact ? L'impact tel qu'il ressort en fait à la fois des analyses académiques et administratives, il est assez nuancé. C'est-à-dire d'une part un effet positif, c'est que sur les 2 années, si on prend entre 2018 et 2020, on a une proportion de boursiers lycéens qui augmente de 5 points, passant de 20 à 25%. Mais quand on analyse en fait la question des boursiers dans le supérieur, là, le constat est plutôt quasi-stabilité des taux de boursiers dans le supérieur, même quand on s'intéresse qu'aux seuls boursiers les plus précaires, c'est-à-dire aux échelons 5, 6 et 7 des bourses du supérieur, eh bien, il n'y a pas eu de changement, c'est-à-dire que les proportions, c'est assez quasi stable, en particulier dans les filières sélectives. En termes de pistes, dans le débat, il y a 3 pistes qui sont dans le débat. Il y en a une qui est comment faire pour que les établissements d'enseignement supérieur aient une politique plutôt active en utilisant, y compris, une disposition introduite par une loi en 2020 qui leur permet, en matière d'égalité des chances, de privilégier davantage des élèves, donc lycéens, boursiers, et ceux qu'ils ont accompagnés par des dispositifs. Deuxième élément, c'est comment calculer le quota. Il y a bien des débats sur faudrait-il calculer ces quotas parmi les admis ou parmi les candidats.
comme c'est aujourd'hui en fait le cas. Troisième piste, elle concerne la question du nom du lycée. Faudrait-il le rendre anonyme ou pas? Là aussi, il y a un débat, des gens qui sont pour, des analyses qui sont contre. Et donc tout cela est présenté en fait dans notre rapport. Quatrième dispositif, il concerne l'apprentissage. Là aussi, comme j'ai rappelé parmi les critères de choix de ces dispositifs, l'apprentissage, comme vous le savez, a connu une évolution assez importante depuis 2018. Mais ce qui est aussi important, c'est aussi un levier de mobilité sociale. Parce que, à la fois, et ça c'est connu, donc c'est un constat connu, qu'on nous rappelant, l'insertion professionnelle des apprentis est plutôt bonne sur le marché du travail et elle perdure aussi quelques années après l'entrée sur le marché du travail. C'est aussi un dispositif qui est, on dirait, assez égal, parce qu'il profite certes, ou il bénéficie aux jeunes issus de milieux modestes, parce qu'on estime à 28% les jeunes enfants d'ouvriers ou d'employés qui sont apprentis dans les années très récentes. Toutefois, l'évolution, la forte croissance que nous avons connue depuis 2018, qui a bénéficié surtout aux supérieurs, eh bien, au sein de cette croissance dans le supérieur, elle a moins bénéficié aux jeunes issus de familles modestes. D'où les pistes que nous retrouvons en fait dans les débats, c'est comment faire pour rééquilibrer, y compris financièrement, les moyens, pour que ça bénéficie davantage aux jeunes issus de familles défavorisées dans cette croissance en fait de l'apprentissage, et aussi dans cette approche d'aide financière aux jeunes apprentis. Il y a cette idée aussi qui est dans les débats, c'est pourquoi ne pas faire cumuler à la fois les bourses et le salaire d'apprenti. Comme vous le savez, un apprenti, il a un statut de salarié, et quand il est salarié, il n'a pas le droit de cumuler son salaire avec une bourse. Donc l'idée dans le débat, c'est comment faire bénéficier ce cumul, notamment pour les boursiers les plus précaires. Je m'arrête là et je passe la parole à Bénédicte pour le dernier dispositif. Nous sommes intéressés, pour finir, à 2 dispositifs de formation continue en tant qu'outils permettant aux individus de construire leur parcours professionnel. Le premier dispositif est le compte personnel de formation, le CPF, qui vise l'amélioration du niveau de qualification des actifs et la facilitation des transitions professionnelles grâce à l'acquisition de droits à la formation tout au long de la vie professionnelle. Et en ce sens, il constitue un dispositif pouvant contribuer à la mobilité sociale des actifs, dont les jeunes. Mais le CPF n'est pas centré spécifiquement sur les jeunes. Au cours de notre analyse, nous sommes parvenus à 3 constats. Premièrement, en 2022, seuls 4% des jeunes de moins de 25 ans titulaires d'un compte de formation alimenté ont validé au moins une formation. Deuxième constat important, une part importante des formations financées par le CPF sont de courte durée. Elles n'ont pas de visée qualifiante. Et parmi les personnes ayant suivi une formation CPF certifiante, moins de 6 personnes sur 10 ont obtenu la certification. Dernier constat, la moitié des jeunes de moins de 30 ans ayant suivi une formation en 2022 avaient pour objectif d'améliorer leurs perspectives de carrière, donc on est en plein dans la mobilité sociale. Et à l'issue de leur formation, pour 46% des jeunes salariés, la formation n'a pas changé leur situation. En revanche, elle a permis à 40% des jeunes chômeurs d'accéder à un emploi. Le deuxième dispositif auquel nous sommes intéressés est le plan d'investissement dans les compétences, le PIC, qui a été lancé en 2018 et qui vise la formation des personnes peu qualifiées, en particulier les jeunes. Donc, les jeunes peu ou pas diplômés constituent, à la différence du PIC, à la différence du CPF, le cœur de cible du PIC. 3 constats. Depuis la mise en place du PIC, les entrées en formation ont nettement augmenté. Entre 2017, qui est donc l'année précédant la mise en place du PIC, et 2019, on a compté plus de 100 000 entrées en formation professionnelle supplémentaires. Mais, et c'est important, la part des jeunes, et en particulier la part des jeunes non diplômés parmi les entrants en formation, entre 2018 et 2021, n'ont pas augmenté. Troisième constat, l'accès à la formation certifiante, qui est la plus efficace pour améliorer l'employabilité et probablement pour s'inscrire dans une trajectoire de mobilité sociale, n'a pas non plus augmenté de manière significative. Plusieurs pistes sont dans le débat actuel pour améliorer ces 2 dispositifs. Je voudrais en évoquer 2. La première serait de réorienter le compte personnel de formation vers des formations qui améliorent réellement le niveau de qualification des bénéficiaires et des formations débouchant sur un titre qui puisse ensuite permettre, sur laquelle on pourrait
s'appuyer les jeunes pour s'inscrire, pour bénéficier d'une mobilité sociale. Et deuxième piste qui est dans le débat, ça serait de renforcer les politiques visant la levée des freins à l'entrée et à la poursuite de la formation pour les jeunes les plus vulnérables, qu'il s'agisse d'incitation financière, d'accompagnement individualisé ou de méthodes d'aller vers permettant de lutter contre le non-recours. Nous avons parcouru à grandes enjambées un vaste domaine. Je vais essayer de le résumer de manière peut-être un peu caricaturale, mais pour fixer les idées. La mobilité sociale a progressé sur les 35 dernières années, mais pas au cours de la deuxième moitié, depuis le milieu des années 2000, où elle est restée stable. Quand on regarde les politiques qui vont vers les jeunes, le gros morceau, c'est évidemment l'éducation et l'emploi. Et quand on fait une analyse sur les dispositifs spécifiques, la cinquantaine de dispositifs qui ont été présentés dans le grand tableau, on se rend compte qu'en réalité, on est dans une approche qui est souvent une approche de remédiation aux insuffisances des politiques d'éducation et des politiques d'emploi dans leurs objectifs de réduction des inégalités héritées. Et qu'en plus, ces dispositifs sont très éclatés, très multiples, et qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui d'en donner une évaluation globale permettant de dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Et ça nous conduit à plaider pour qu'on ait une vision plus systémique de cet ensemble de mesures. On est dans un contexte de mesures de remédiation. Il faut savoir ce qu'il en est de leur efficacité. Il faut avoir un suivi dans la durée et faire ce suivi en ayant en tête la connaissance réelle des trajectoires des jeunes. Merci de votre attention. Merci, monsieur le commissaire général. Je laisse la parole du coup aux deux rapporteurs. Je ne sais pas qui veut commencer de vous deux. On peut déjà vous remercier pour ce travail extrêmement important qui nous permet, dans la conclusion que vous avez faite, Monsieur de Margerie, eh bien, des éléments fondamentaux qui sont ceux d'apprendre qu'à partir des années 2000, le dispositif n'est plus vertueux. Bon, c'est difficile, il faut assimiler tout ce que vous nous avez donné. C'est clair que le rapport sera utile à être consulté. Moi, j'avais plutôt quelques observations, interrogations. La première, c'est sur le secteur public et le secteur privé dans l'éducation. J'ai l'impression, est-ce que ça a un effet aussi selon que l'on dirige son enfant vers le secteur public ou le secteur privé? J'ai pas l'impression qu'on ait évoqué cette question. Elle est peut-être pas nécessaire, mais je souhaitais quand même la poser parce que c'est un sujet qui revient assez souvent. Vous avez parlé du repérage des décrocheurs, difficile pour les 16-18 ans. Moi, je pense qu'il faut qu'on ajoute aussi une interrogation sur le repérage des enfants qui ne sont pas scolarisés du tout. C'est-à-dire à peu près 100 000 enfants ne seraient pas scolarisés, passeraient sous les radars de l'inspection de l'éducation nationale, des mères qui n'ont pas connaissance des enfants non scolarisés. Et c'est une cohorte quand même de jeunes qui sont suffisamment conséquents et sur lesquels on n'a pas les moyens, on n'a pas mis en place. Il ne s'agit pas d'une politique publique, il s'agit d'une administration de qualité qui permet d'aller chercher les enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc, parce que je m'intéresse à cette question, parce que au travers de votre étude, ce que il me semble retenu, c'est que, le diplôme, c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui veut dire qu'on renvoie à la nécessité d'une école de qualité et d'un enseignement de qualité. Et que cet enseignement de qualité, nous, parlementaires, on va être bien sûr obligés de traiter à tous les stades de la jeunesse, pas seulement du premier degré. Mais nous constatons tous, et ça c'est des impressions de terrain, c'est que la qualité de l'accueil dans les écoles du premier degré est déjà, je pense, une machine à ne pas faciliter la promotion sociale. On a beaucoup régressé dans les écoles, avec une difficulté pour les enseignants qui fait qu'on n'en trouve plus qui veulent faire ce métier. Et je crois qu'il est tout à fait important, au-delà des politiques ciblées, les 50 dispositifs,
d'avoir un repère très général qui est de dire la qualité de l'accueil dans les écoles, qu'elles soient du premier degré, mais aussi à l'université, parce qu'à l'université, il faut pouvoir se repérer. Il faut voir l'appauvrissement de l'enseignement supérieur et des conditions dans lesquelles on accueille les étudiants. Et ce qui veut dire que les moins favorisés, eh bien, sont les moins à même de s'en sortir dans un dispositif où on n'a pas d'accompagnement, on n'a pas de repères, etc., etc. Et ça me paraît s'inscrire dans une politique générale de la jeunesse. La politique générale de la jeunesse voudrait qu'on s'occupe déjà de la qualité de l'accueil et non pas avoir des inspecteurs qui tous les mois de septembre viennent voir les maires, pour quel que soit le gouvernement en place, pour leur dire on va vous supprimer telle classe, vous y avez mis 300 000 € l'année dernière, c'est pas grave, on va vous supprimer cette classe parce que vous avez 2 élèves de plus et que c'est pas possible. Donc il faut vraiment, me semble-t-il, qu'on travaille sur une orientation générale qui peut rassembler l'ensemble de ces dispositifs, mais pour moi c'est une condition absolument nécessaire. Retrouver une qualité d'accueil dans les établissements, qu'ils soient du premier degré. Collège et lycée, c'est un peu moindre, mais premier degré et enseignement supérieur, il y a vraiment, me semble-t-il, une sonnette d'alarme à tirer. Voilà, moi, c'était les observations que je voulais faire comme ça en première analyse, mais sur lesquelles je serais contente de vous entendre réagir. Peut-être pour la clarté du débat, d'abord une réponse et puis ensuite les deuxièmes questions du rapport de Madame la rapporteure. Parce que je sais que c'est mieux plutôt que quand on cumule une liste de questions, il y en a toujours qui passent à la trappe. Donc Alors, voilà. on a tout noté, mais secteur public, secteur privé, peut-être Gauthier. Bonjour. Oui. Alors, si j'ai bien compris votre question, en fait, la question était de savoir si on avait des éléments sur l'impact sur les résultats scolaires du fait de mettre ses enfants, les scolariser soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Alors, ouais. De ce que je sais, on n'a pas du tout traité ça dans le rapport, on a vraiment traité sur langue mixité, j'y reviendrai, mais de ce que je sais, non. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez, vous comparez de manière brute les résultats des enfants dans le secteur public et dans le secteur privé, les résultats sont meilleurs dans le secteur privé, mais une fois que vous corrigez de tous les effets de composition, il n'y a pas d'effet spécifique. Et donc les indicateurs de valeur ajoutée des établissements que calcule le ministère, ils sont en moyenne pas meilleurs dans le secteur privé ou dans le secteur public. En revanche, nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, pour faire de la mixité, y compris dans le secteur public, c'est important que le secteur privé soit intégré, sinon il y a des phénomènes de fuite qui réduisent l'impact global de ces politiques de mixité. Sur les enfants non scolarisés, alors là aussi on n'a pas regardé particulièrement. Voilà, là aussi j'ai pas forcément compris. C'est-à-dire que pour moi il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des enfants non scolarisés au sens où ce sont les familles qui décident de ne pas les scolariser parce qu'elles veulent faire de l'éducation à domicile. Et ça c'est quelque chose qui a été en partie... Enfin, qui est davantage contrôlé maintenant depuis la loi sur l'école de la confiance. Et puis il y a le revers de ça qui est les enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'ils ne trouvent pas de place à l'école. Et donc il y a un certain nombre de territoires ou de populations, en particulier ayant un habitat très précaire, qui sont confrontés à ce défaut de scolarisation. Sur la qualité de l'accueil, du coup j'enchaîne. Là aussi, c'est pas un travail spécifique, puisque vous l'avez bien vu, sur ce rapport-là, on s'est concentré sur ce qui se passe à partir en gros, de la phase de l'orientation. Donc tout ce qui se passe avant, on l'a pas regardé spécifiquement. Mais c'est évidemment un enjeu très important. On y a travaillé à France Stratégie il y a quelque temps. Alors à la fois vraiment sur ce qui se passe avant l'école, c'est-à-dire que l'accueil du jeune enfant, notamment en crèche, c'est une phase très très importante et on avait fait des travaux avec la Caisse nationale d'allocation familiale et le Haut Conseil de la famille sur ce sujet-là. C'est un séminaire qui s'appelle Premier pas et qui essaye à la fois de recenser vraiment tout ce que dit la littérature sur ce sujet et de faire un certain nombre de préconisations. Et puis on avait fait des travaux également sur la maternelle où on voyait que la situation de la France était... pas très satisfaisante en comparaison européenne, notamment sur l'aspect de la taille des classes. Mais ça, c'était avant les politiques de réduction qui ont eu lieu, et depuis, on n'a pas actualisé ces travaux. Je pense qu'on n'est toujours pas au niveau de la moyenne européenne, mais on s'en est rapproché. Oui. De recrutement.
qui sont évidemment très importants. Nous sommes en train de lancer un projet lourd qui se terminera en fin d'année prochaine, qu'on appelle Servir, et qui porte sur les difficultés de recrutement dans les 3 versants des fonctions publiques, et pour lequel nous avons un accord avec le ministère de l'Éducation l'Éducation nationale pour faire un zoom sur cette profession qui est évidemment un volet majeur de la fonction publique et que nous allons regarder tout particulièrement sous l'angle des difficultés de recrutement. Madame Morel, chers collègues. Merci beaucoup. À mon tour, je vous remercie pour la qualité du travail, des échanges qui ont d'ailleurs débuté il y a plusieurs mois. On a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises et vraiment c'est passionnant de vous écouter. Donc je rejoins complètement ma collègue rapporteure là-dessus. Moi, ce qui m'a surpris au long de cette année, on a déjà un petit peu commencé à en parler précédemment, mais c'est vraiment le nombre de dispositifs qui existent et de facto la complexité d'analyse. Preuve en est, heureusement que vous êtes là, que vous nous accompagnez dans ce travail-là. Mais la réflexion, c'est aussi que sur le long terme, ça complexifie aussi le rôle des parlementaires que l'on est pour permettre de les adapter, de les faire coller à la réalité des évolutions du système éducatif, de notre société, etc. Donc, vous avez proposé plusieurs pistes d'amélioration. Alors, pourquoi pas, et d'ailleurs on mènera aussi des auditions pour les porter, les challenger et se faire nos convictions là-dessus. Moi j'ai presque envie de vous poser la question inverse sur tous ces dispositifs, lesquels peut-être aujourd'hui ne vous semblent plus nécessairement pertinents, sans vouloir dire qu'ils sont inutiles, mais dans le sens, moi je me pose un peu la question de dire, ne faut-il peut-être pas, mais c'est une question ouverte, j'ai pas ma conviction dessus, mais faudrait-il rassembler certaines choses pour plus de lisibilité, sans parler encore des moyens qu'on met derrière, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Moi, je suis toujours surprise. Vous voyez, j'ai 27 ans. Si je pose la question, c'était pas si lointain mes études. Alors, je m'intéresse aux politiques publiques, comme vous pouvez l'imaginer. Mais enfin, si je demande à quiconque de mon âge où il a eu sa bourse de mobilité internationale ou d'études en France, etc., personne n'est capable de dire à quel niveau c'est. Et en plus, ici, on n'est que sur des sujets nationaux. On ne parle même pas, il faudrait quand même le préciser, de ce que mettent en place les grandes régions, les départements, les communautés de communes, les communes, qui sont tout autant aussi d'outils en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Donc moi, ça m'interroge beaucoup, parce que de l'autre côté, on voit quand même aussi que des moyens, il y en a. Sont-ils suffisants ou pas, c'est une autre question, mais il y en a, ils existent. Donc c'est toujours la bonne question entre ce que l'on dépense, où ça va et quels résultats, avec l'idée quand même dans toutes ces politiques publiques de développer une culture, et c'est pas du tout parti pris, mais d'excellence, pas au sens d'élitisme, mais au sens d'excellence à la fois académique, excellence dans l'apprentissage, excellence de capacité à changer de carrière si on le souhaite. Enfin, vous voyez ce modèle-là. Donc moi, j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus, en disant qu'est-ce qui finalement aujourd'hui pourrait être amélioré sur vos propositions. Est-ce qu'elles pourraient s'intégrer sur des choses qui existent déjà, ou c'est encore un nouveau dispositif, même si je ne doute pas qu'il soit pertinent. Enfin, plus sur la manière, vous voyez, dans le cadre global, comment vous voyez la suite. Et peut-être dernière question, la France est réputée, enfin voilà, parfois relativement généreuse dans l'accompagnement. On voit bien que pour autant, ces dernières années, la mobilité a été pas suffisante, enfin qui n'est pas allée au-delà. Est-ce que d'autres pays européens aujourd'hui ou ailleurs à l'échelle mondiale font preuve d'innovation? Est-ce qu'au cours de vos recherches, voilà, en termes de politique comparée, on devrait s'inspirer d'autres pays? Voilà, moi je serais intéressée par vos réponses sur ces éléments. Vous avez posé des questions qui sont vraiment difficiles, et ce que je propose, c'est que ceux d'entre nous qui ont une idée d'un dispositif dont on pourrait se passer le disent. Moi, je vais me permettre d'exprimer un point de vue personnel, qui est qu'il y a probablement un dispositif dont on se rend compte qu'il est parmi ceux dont nous parlons l'un des plus lourds financièrement, qui peut sans doute être recentré. Et c'est celui de l'apprentissage. On l'a dit explicitement dans le document, et on vient de le dire. Sur la dispersion et les autres dispositifs dont on a parlé, nous n'avons
ni fait d'évaluation au sens précis d'une évaluation scientifique qu'on regarde et on est capable d'essayer de répondre à la question de ce qui serait passé si on n'avait pas fait telle ou telle réforme, ni non plus fait nos propres analyses de ce qui est dans le débat public. On a pris grand soin de vous dire que les pistes d'amélioration sont celles qu'on a repérées dans le débat public. Il y en a quelques-unes qui nous paraissent pertinentes, il y en a d'autres sur lesquelles on n'a vraiment pas d'avis, si c'est faisable, si ça marcherait, si ça ferait ce qu'on peut en attendre. Et donc, on a essayé d'aller le plus loin possible en ramassant tout ce qu'il y avait comme élément intéressant dans le débat public, mais sans pour autant être en mesure de dire des choses spécifiques sur le domaine. Alors, est-ce que mes collègues ont un dispositif favori à éliminer ou à réduire fortement? J'avais plutôt une précision sur la deuxième question que vous avez posée par rapport à la comparaison internationale. Dès le début de nos travaux, on a pris contact avec l'OCDE, justement, pour demander des éléments. Or, alors il y a deux nouvelles. La nouvelle plutôt négative, c'est qu'il n'y avait pas de travaux spécifiques en dehors de ce que nous connaissions, notamment sur les questions des inégalités en matière d'éducation. Par contre, ce qui est positif, c'est que l'OCDE vient de créer un observatoire de la mobilité sociale. Et donc, nous avons pris contact, auditionné, discuté, échangé avec l'équipe de l'OCDE qui n'avait pas d'éléments à nous fournir de comparaison. On a trouvé notamment juste une comparaison à un livre qui date de 2016 qui recense l'ensemble des travaux au niveau en fait, mondial. On pourra vous donner bien sûr la référence et les éléments qui comparent la question quels sont les déterminants de la mobilité sociale dans les différents pays. Et ça a été fait sur 14 pays où les chercheurs, donc ce sont des chercheurs, ils ont utilisé à peu près la même méthodologie, les mêmes classes d'âge, je dirais aussi, même si ça porte pas spécialement sur les jeunes, mais en tout cas c'était intéressant. Et ils montraient qu'il y avait dans tous les pays, les 14 étudiés, il y avait bien une mobilité sociale en fait qui dépend spécifiquement de la question du diplôme et du niveau d'éducation. Donc ça c'est assez. Alors, l'intensité des inégalités sociales était différente selon les pays. Et là aussi, les explications des chercheurs vont un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser les choses juste à partir de la conclusion. Les inégalités sont plus fortes dans tel pays. Il faut rentrer à l'intérieur, voir quelles sont les spécificités aussi de leur système éducatif, de leur système, je dirais, de fonctionnement du marché du travail, pour comprendre pourquoi tel ou tel, je dirais, indicateur est plus fort dans tel ou tel pays. Pour compléter ce que vient de dire mon collègue Mohamed, en fait, au départ, nous avions pour objectif de faire une comparaison internationale et nous sommes heurtés au problème qu'il n'existe pas au niveau international de travaux qui portent spécifiquement sur la mobilité sociale des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des travaux sur la mobilité sociale, mais des personnes plus âgées de 35-40 ans. Et du coup, c'était compliqué pour nous de faire une telle comparaison, de comparer non seulement l'état des lieux, mais aussi les politiques. Et du coup, eh bien, nous nous sommes abstenus de mettre des éléments de comparaison internationale dans notre rapport. Cécile Untermaier. Moi, très rapidement, parce que je ne veux pas allonger les débats, mais je veux dire, les questions qu'on pose ne sont pas des critiques par rapport au travail que vous avez fait. On en mesure la complexité, l'exhaustivité et la mine que ça représente. On va travailler maintenant dessus. Non, mais ça me paraît extrêmement important de le dire, parce que la conclusion dit tout, je trouve. Et vraiment, je pense qu'on peut toutes les deux vous remercier pour ce travail extrêmement d'érudition et d'exploration même d'une question importante. Je ne sais plus, je voulais vous poser une question. Oui, est-ce que pour rebondir sur la question que posait Louise Morel, ça serait intéressant quand même de savoir si en Finlande ou au Danemark, où on sait quand même de réputation que l'éducation est bonne, s'ils se sont entourés d'autant de dispositifs, ou si le bon sens n'est pas revenu à un moment dans la politique pour dire faisons les choses sur le terrain de la manière la plus proche, la plus correcte. Occupons-nous des enfants de telles villes qui ne sont pas scolarisés. Comment se fait-il qu'on puisse abandonner des enfants dans des villes
parce que c'est pas parce qu'ils ont fait une démarche pour avoir un enseignement à domicile, c'est pas de ceux-là. C'est ceux qui volontairement sont soustraits à l'éducation. Et on a pourtant une école obligatoire. Donc ça rejoint cette obligation qu'on a quand même d'une application de la loi et de moyens qu'on ne met pas en face. Et je trouve que derrière la mobilité sociale, il y a l'exigence de l'application de la loi. On ne doit pas plaisanter avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Et quand l'école est obligatoire, on doit faire en sorte sur le territoire que l'école soit vraiment obligatoire. Alors, ça touche une infinité, donc ça ne change pas grand-chose aux statistiques et aux orientations que vous avez soulevées. Mais derrière ta question des 50 dispositifs, je me dis quand même, puisque vous dites vraiment très fortement que le diplôme est la condition nécessaire, comment on va faire dans les temps qui viennent avec des enseignants qui ne veulent plus être enseignants, des étudiants qui ne veulent plus être docteurs, qui ne veulent plus aller à l'université. Et je crois qu'on est vraiment dans une situation extrêmement préoccupante, quoi. Alors moi, je me soucie moins de savoir si le quota, il faut un quota, etc., ou le monter. C'est de me dire qu'on a un message extrêmement important à faire passer au travers de la qualité de l'accueil. On ne peut plus avoir des classes de 25 personnes où il y a 3 enfants ou 4 enfants qui sont en nécessité d'être accompagnés parce qu'ils souffrent d'un handicap et une dizaine, au fond, qui ont des problèmes sociaux tels que l'enseignant n'arrive pas à faire sa classe. Donc moi je trouve qu'on est dans une situation extrêmement préoccupante actuellement au regard de vos conclusions qui sont de dire le diplôme c'est la première des conditions. Voilà ce que je pensais au travers de la réflexion. C'est pas un propos polémique ni politique. Je pense que c'est pas tous les gouvernements ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il me semble que nous, les législateurs, à un moment ou à un autre, on doit dire peut-être stop maintenant, arrêtez avec vos dispositifs et revenez à des choses simples. Alors, il y a 2 collègues qui ont demandé la parole aussi pour poser des questions. Donc je propose, vu qu'en plus ils ont été attentifs tout le long, qu'on fasse un petit tour et après vous pourrez reconclure. Et je profite pour mettre ma pierre à l'édifice aussi, parce que si je n'avais pas présidé, j'aurais sans doute été de l'autre côté de la tribune. Comprendre un peu pourquoi, finalement, on parle assez peu de chômage dans le document, vis-à-vis de la mobilité sociale des jeunes, et notamment pour les Outre-mer, ça m'a un peu interpellé quand on connaît le taux de chômage des jeunes, savoir pourquoi ce choix, comment ça rentre dans votre réflexion, et si vous avez identifié, parce que je vois la logique générale de dire il y a des politiques publiques qui ne donnent pas les résultats escomptés, mais est-ce que vous avez pu identifier, sur les 50, je sais qu'il y en a 5 que vous avez creusé, mais certaines politiques publiques qui pourraient même avoir des effets négatifs, déceptifs ou négatifs vis-à-vis de la mobilité sociale. Est-ce que vous avez remarqué ça ou pas du tout? Voilà, et après je laisserai la parole au collègue Chudo puis au collègue Amrani. Alors, comme la question qui nous était posée, c'était les politiques publiques en faveur de la mobilité sociale et que pour bénéficier d'une politique sociale, il faut avoir un emploi. Donc, avoir une position sociale, c'est avoir un emploi assorti d'une position sociale. C'est pour ça que nous nous sommes préoccupés essentiellement de jeunes qui sont en emploi. Néanmoins, concernant les jeunes des DROM, ce que nous avons vu, c'est que parmi les jeunes qui sont issus de familles ayant au moins un parent inactif, ou un seul parent qui est employé ouvrier, le risque de n'avoir jamais travaillé est beaucoup plus élevé dans les DROM que dans l'Hexagone, très clairement. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons regardé et que vous trouverez explicitement dans le rapport. Et c'est vrai que l'un des freins, j'ai dit que la mobilité sociale était plus compliquée pour les jeunes natifs des DROM que ceux natifs de métropole. Ça s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est le contexte, parce que 40% des jeunes actifs dans les DROM sont au chômage. Donc, du coup, ils ne peuvent pas s'inscrire dans une trajectoire de mobilité. Et un autre élément aussi défavorable, c'est la configuration familiale qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de situations de monoparentalité. Donc, ça entrave la mobilité sociale des jeunes femmes qui ont la charge de jeunes enfants.
Et par ailleurs, on a vu que l'un des déterminants, c'est la configuration familiale et que justement, avoir vécu dans une famille monoparentale réduit la mobilité sociale. Donc tout ça, à la fois le contexte de chômage très important, la configuration familiale, la parentalité précoce aussi à La Réunion, font que la mobilité sociale est beaucoup plus difficile pour les jeunes natifs des Drom que ceux qui sont nés dans l'Hexagone. Vous avez posé la question de est-ce que vous avez identifié des mesures qui vont clairement pas dans le bon sens et qui même ont des effets négatifs. Alors, je crois dans nos discussions, pas directement, mais le point sur lequel je veux insister, c'est que 13 milliards d'euros pour les dispositifs qu'on analyse, c'est déjà en fait beaucoup d'argent. Et si on met beaucoup d'argent pour remédier aux insuffisances des plus de 90 milliards qui sont identifiés dans le périmètre jeunesse, c'est parce que dans ce périmètre-là, il y a des améliorations structurelles à faire dont on ne voit pas comment s'y prendre pour y arriver. Je dis les choses de manière un peu caricaturale. Et donc l'existence même des 13 milliards dont on parle, de leur caractère curatif, de leur volonté de remédier à des insuffisances constatées, à la déception qu'on a, vous avez utilisé ce mot, par rapport à des objectifs affichés d'un certain nombre de politiques, elle est une indication des difficultés, de l'ampleur des difficultés dans lesquelles on est. Ok, très bien. Je laisse la parole au collègue Chudo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire général, Mesdames et Messieurs, je voulais tout d'abord, si vous permettez, vous adresser mes compliments et c'est mon groupe pour le travail remarquable que vous nous avez présenté et pour la qualité des restitutions par les deux collègues ici présents. La question de la mobilité sociale est au fond, en France en tout cas, une question tout à fait capitale du point de vue de la cohésion sociale et de la cohésion nationale de la nation. Je rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, je crois que c'est l'article 6, il est prévu qu'on accède au poste de dignité qu'en fonction de ses talents et de ses capacités. Déjà, à l'époque, 1789. On retrouve ensuite, dans l'histoire de notre pays, des moments où cette nécessité absolue pour la cohésion sociale d'une mobilité est réaffirmée. Par exemple, Charles Péguy, avec les compagnons de l'Université Nouvelle, après la guerre de 14-18, rappelle que l'école doit permettre à chacun, selon son talent, d'accéder aux plus hauts emplois et aux meilleures fonctions. Même chose avec le Conseil national de la résistance en 1945, qui réaffirme cela. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu un choc national, qui a mis d'ailleurs parfois en péril l'existence même de la nation, on se souvient que la nation doit rester unie, cimentée, et que pour qu'elle le soit, il faut que chacun puisse accéder en fonction de ses talents et de ses capacités et de son travail aux emplois et aux fonctions les plus éminentes ou les plus signalées. Bien. Donc ça signifie que chez nous, la question de la mobilité sociale repose essentiellement sur le système scolaire. C'est l'école qui est l'ascenseur social dans notre pays. Contrairement à d'autres pays, vous le savez, comme par exemple aux États-Unis, où l'ascenseur social est réalisé par le rêve américain, par le travail, ou dans d'autres endroits comme l'Allemagne, où c'est le travail et la formation professionnelle, ou au Japon aussi. Chez nous, la mobilité sociale, l'ascenseur social, c'est l'école. Et donc, Monsieur le Commissaire général, je vous rejoins quand vous dites 50 systèmes de remédiation, c'est très bien. 13 milliards, c'est pas mal. C'est pas grand-chose, en fait. Mais bon, c'est pas mal. Mais peut-être faudrait-il enfin s'attaquer aux racines du mal. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de la remédiation, avoir des réformes systémiques. Ce qui nous renvoie à la nécessaire réforme du système éducatif, dont nous savons que les résultats sont bloqués et que le système éducatif fonctionne comme une machine à exclure les plus faibles. Objectivement, évidemment, ce n'est pas l'intention des professeurs, et même pas du ministre d'ailleurs, n'est-ce pas ? L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ça marche comme ça. Voilà, vous l'avez d'ailleurs très bien démontré ici. Et il n'y a pas à revenir à cela, c'est un constat qui est partagé très largement, de manière, je veux dire, à travers tous les partis politiques. Donc, je crois que c'est ça le fond de la question. Nous pouvons mettre encore des milliards et des milliards. Si l'école ne se réforme pas pour mieux fonctionner et être plus juste, plus équitable et donner une véritable égalité des chances à chaque élève en fonction de ses talents, et non pas comme aujourd'hui en traduction de son origine sociale, de son assignation sociale, eh bien, nous continuerons à dépenser de l'argent en vain. Parce que là, ce que vous montrez, ce que nous savons déjà, parce que j'appartiens à la Commission des affaires culturelles et éducatives, donc je me passionne pour cette question. Nous savons déjà que l'ascenseur social est bloqué à l'école, grosso modo, depuis les années 70, c'est-à-dire qu'elle est reproductive. Certes, la massification
à fonctionner, vous l'avez dit, hein, et même une certaine forme de démocratisation. Il y a plus d'enfants, il y a plus de Français qui accèdent à l'enseignement supérieur, sauf que la stratification sociale, vous l'avez montré, est pratiquement inchangée, et que ça bloque. Donc, je pense qu'il y a un problème de fond systémique qui est du domaine politique, clairement, hein, c'est-à-dire il faut réformer l'éducation nationale en profondeur. Nous en parlerons prochainement avec M. Attal à l'occasion d'examen du budget de la mission enseignement scolaire. Je voudrais quand même faire un petit focus sur la page 19 de votre résumé, là, s'il vous plaît, s'agissant des pistes d'amélioration en débat. Les politiques visant à favoriser la mixité sociale à l'école. Bon, les constats et les enjeux, c'est très clair. Il n'y a pas de problème. Sur les pistes d'amélioration en débat, je voudrais intervenir parce que nous avons produit au sein de la Commission des affaires culturelles et éducatives, avec Mme Carrel qui en était le rapporteur et j'en étais le président, un rapport de mission d'information sur le bilan et perspective de l'éducation prioritaire dans notre pays. Et ça, il faut bien il existe une politique publique dédiée, normalement, et dont la philosophie est donnée plus à ceux qui ont moins. Et nous sommes arrivés avec Mme Carrel à la conclusion, c'est dans le rapport qui est public bien sûr, que là aussi, si vous voulez, cette politique n'est pas pilotée. C'est pour ça que quand je vois faire de la mixité sociale une priorité nationale matérialisée par un Conseil national pour la mixité sociale de l'école, c'est une bonne idée, un Conseil national. Sauf qu'il serait peut-être utile aussi que le ministère de l'Éducation nationale identifie en son sein une direction ou un service, même une sous-direction, pourquoi pas, enfin peu importe, une structure administrative dédiée au pilotage spécifique de cette politique-là qui concerne 20% des élèves de France. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Donc, je crois que ça aussi, on va en parler au moment de la loi de finances, mais avant de créer un Conseil national pour la mixité sociale, je pense qu'il faut déjà piloter correctement et vigoureusement, parce que ça n'est pas le cas, l'éducation prioritaire. Et je suis d'accord quand vous dites un plan d'urgence pour les 100 établissements, c'est pratiquement les termes de notre rapport, c'est-à-dire les 100 établissements, ça fait un peu plus, enfin, de REP+, de réseau d'éducation prioritaire plus, nous considérons qu'ils sont le cœur de cible et que c'est là-dessus qu'il faut travailler massivement, y compris en dérogeant à certaines règles administratives ou pédagogiques, de manière à rehausser le niveau à tout prix. Parce que là, il y a péril dans la demeure. Là, nous sommes en train de perdre les élèves. Nous perdons ces quartiers déjà largement, mais nous perdons aussi les élèves. Et c'est très grave en matière justement de cohésion sociale, de cohésion nationale, d'unité même nationale. Alors, agir sur les préférences des familles, je pense que en renforçant l'attractivité des établissements les plus défavorisés, d'expérience, je suis inspecteur général de l'éducation nationale, donc d'expérience, je vous dis que ça ne marche pas parce que les familles inscrivent leurs enfants en fonction de la sociologie du quartier, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des expériences à Marseille, nous sommes allés à Marseille dans les quartiers nord, des établissements de REP+, ont ouvert des sections très attractives, par exemple une section sportive football à Marseille, ça devait marcher, pour attirer des élèves d'autres quartiers. Ça n'a pas marché. Et le principal nous a expliqué que ça ne marchait pas parce que les familles avaient peur du quartier, c'est tout. C'est la question résidentielle, ce n'est pas l'établissement. L'établissement est d'excellente qualité. Les professeurs, ils sont excellents. Ils sont là depuis 15 ans. En plus, c'est des militants, ils sont formidables. Sauf que le quartier est tellement dégradé que les familles ne veulent pas, pour des raisons de sécurité, y inscrire leurs enfants. Donc, c'est une bonne idée, mais peu praticable. Agir sur la sectorisation... Merci, cher collègue, mais je vous invite un peu à la modération, parce qu'il y a encore d'autres questions. Ah oui, d'accord. Les deux derniers points, pardon. Je n'ai pas contrôlé le taux de parole jusqu'à présent, mais si chacun fait une appréciation du rapport, on va pas s'en sortir. Non, je vais... D'accord, je résume. Vous avez raison, Monsieur le Président. Sur la sectorisation, bon courage, c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut fermer les collèges ghettos, où on ne peut plus obtenir des résultats et où la situation se dégrade. Mais bon courage, parce que ce sont les présidents de conseils départementaux qui ont la main là-dessus, et pas l'État, ce qui est probablement regrettable. Donc c'est à voir, ça éventuellement par la loi. Et enfin, donc, le secteur privé sous contrat, je finis là-dessus, Monsieur le Président. Monsieur Ndiaye a essayé, vous avez vu comment ça s'est terminé. Il est appelé à d'autres fonctions. Je veux dire, c'est un sujet véritablement très dangereux, n'est-ce pas? Le ministre Attal lui-même a fait toute sa scolarité dans le privé. Je ne lui en fais aucun reproche, absolument pas. Mais je le constate. Une bonne partie de notre élite dirigeante, quelle que soit son appartenance politique, a choisi le privé pour ses enfants. Donc je vous souhaite bon courage. Enfin, je ne vous souhaite pas, c'est nous qui devrons le faire, mais en fait, ça n'est pas faisable. Bon, voilà, j'en ai terminé, merci. Merci. Je ne sais pas si ça appelle des observations de votre part, parce qu'il y avait plutôt des prises de position. Je laisse la collègue Farida Amrani pour la dernière intervention. Merci beaucoup.
Moi, je voulais vraiment vous féliciter pour votre rapport parce qu'en fait, il y a plein de choses où je me retrouve complètement dedans, vraiment. Je suis députée de la première circonscription de l'Essonne, et donc du coup, c'est exactement ce que vivent en tout cas aujourd'hui les élèves et les familles dans mon secteur, donc je m'y retrouve. Moi, je suis contente parce que je crois que moi, j'ai fait l'école publique de A à Z, donc mes enfants sont à l'école publique de A à Z, donc voilà, donc il n'y a pas que les élites qui vont dans le privé. Je me sens pas comme une élite non plus. Moi, j'avais une première question pour vous, parce que je souhaitais déjà connaître votre définition à vous, en tant qu'expert, entre guillemets, de la mixité sociale. Déjà. Donc, on vous parliez, en fait, moi, je voudrais aussi comprendre, parce que j'ai bien compris que c'était à partir des années 2000 où les dispositifs ont arrêté, en tout cas, de fonctionner correctement. Et donc, est-ce que vous avez une idée du pourquoi, à partir des années 2000, il y a cette stagnation, cette régression, en tout cas, de ce qu'on appelait avant l'ascenseur social et maintenant mobilité sociale. Je pense que voilà, ça doit être ça. Et est-ce que Parcoursup a un enjeu là-dedans ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il interfère dans l'évolution? Et comment on fait pour respecter la loi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, la loi n'est pas respectée. C'est-à-dire quand on a des enfants de 14, 15, 16 ans qui ne sont pas scolarisés, alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, ça pose problème. Exemple, j'ai discuté hier avec le ministre, puisque moi, dans ma circonscription, j'ai plus de 150 enfants, parce que pour moi, j'appelle ça des enfants, qui ne sont pas scolarisés. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de 3e, qui ont des bons résultats, et parce qu'ils sont dans des collèges dits de secteurs populaires et de quartiers, ils n'ont pas d'affectation dans les lycées. Voilà, donc du coup, à ce jour, là, on est le 27 septembre, ils ne sont toujours pas scolarisés. Donc quand on dit où sont les élèves non scolarisés, eh ben, ils sont chez eux parce qu'ils attendent une affectation. Donc je ne sais pas comment vous voyez les choses, par quel dispositif, puisque du coup là c'est la loi et la loi ne s'applique pas. Donc déjà quand la loi on ne peut pas l'appliquer, pour moi c'est problématique. Et je voulais répondre à la collègue aussi qui disait les jeunes, pourquoi il n'y a pas de jeunes? En fait maintenant on va chercher des jeunes qui doivent aller à la fac, faire des études supérieures, continuer. En fait les jeunes, il va falloir qu'ils fassent le choix, soit se nourrir tout simplement et continuer leurs études. Et donc si on met en place une allocation justement pour les aider, est-ce que vous pensez que c'est un bon dispositif ou pas? Une allocation scolaire, entre guillemets, pour les jeunes qui continuent à aller faire leurs études supérieures, pour éviter qu'ils fassent des petits boulots, juste en fait, qu'ils puissent vraiment, que leur temps soit consacré à leurs études et pas autre chose. Voilà, donc merci beaucoup. Peut-être juste un commentaire sur comment on s'y est pris pour le concept de mixité sociale. Gauthier, tu veux en dire un mot? Et puis ensuite, je passerai la parole à Mohamed, notamment sur Parcoursup. Oui, alors, deux choses, peut-être revenir sur les définitions, effectivement. Donc, la mobilité sociale, on la calcule en comparant, enfin, on la mesure en comparant la position sociale au niveau de revenus des jeunes par rapport à celui de leurs parents. La mixité sociale, en revanche, alors il y a plein d'indicateurs très différents pour la mesurer, mais en gros, l'idée est de comparer la composition sociale d'un établissement. Alors il y a deux possibilités, non, mais disons, comparer la composition sociale d'un établissement à la moyenne de la composition sociale de tous les établissements. Alors parfois on le mesure à l'échelle locale, parfois on compare à la moyenne nationale, mais l'idée c'est toujours ça, c'est de comparer. Et donc il y avait un des chiffres qui disait, voilà, vous avez en moyenne nationale, je ne sais pas, un peu plus de 30% d'enfants qu'on appelle, enfin, qui sont classés statistiquement dans les origines défavorisées. Et quand on regarde les établissements, vous avez 10% des établissements où il y a 60% ou plus de ces enfants, et d'autres où il y en a moins de 12%, je crois que c'était le chiffre. Voilà pour la mixité sociale. Et après, alors, pardon, je ne rentre pas dans le rapport, il y a des détails parce qu'il y a vraiment différentes façons de le calculer, mais le principe, c'est quand même toujours celui-là, c'est de comparer la situation d'un établissement à une situation de référence qui est une moyenne des établissements. Peut-être juste sur le rôle de Parcoursup, et avant que Mohamed en parle, simplement vous dire que quand on dit que la mobilité sociale s'est arrêtée là, depuis le début des années 2000, en fait, nous, on regarde des jeunes qui sont sortis du système éducatif il y a 5 à 8 ans après leur sortie du système éducatif. Donc, quand on regarde 2019,
En fait, ce sont des jeunes qui sont sortis voilà, au début des années 2010 ou jusqu'à la mi-année 2010. Donc pour le coup, sur ces chiffres globaux qu'on vous a présentés au début, mécaniquement, il n'y a pas d'effet de Parcoursup, puisqu'on n'en mesure pas encore les conséquences. En revanche, dans les Zooms, et du coup je pense que c'est de ça que Mohamed peut parler, là on commence à avoir quelques éléments. Peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Gauthier, la mixité sociale est souvent définie par ce qu'elle est censée combattre, c'est-à-dire la ségrégation sociale, donc la séparation de groupes sociaux dans un espace donné. Et en milieu scolaire, elle se traduit notamment par le côtoiement d'élèves qui sont issus de différentes classes sociales au sein des classes ou au sein des établissements. Et elle se reflète du coup dans la composition sociale des établissements et des classes avec un indicateur que mesure l'ADEP, donc l'éducation nationale, qui s'appelle l'IPS, l'indice de position sociale. Et peut-être juste que, tant que j'ai la parole, pour réaliser ce rapport, nous avons auditionné un certain nombre de chercheurs, et notamment Pierre Merle, qui est sociologue et ancien professeur à l'IUFM de Bretagne. Et lorsque nous avons discuté avec lui, donc je vous livre ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il faut non seulement donner plus à ceux qui ont moins, mais donner moins à ceux qui ont plus, si on veut vraiment lutter contre les inégalités sociales. Oui, c'est concernant Parcoursup, ça va être très rapide. J'ai remis justement le transparent. Il y a deux choses. Premièrement, il y a eu quand même un effet positif, c'est-à-dire que même si on n'a pas fait d'analyse pour voir le lien causal entre le fait que la proportion de boursiers ait augmenté de 5 points en 2 ans, parce qu'il y a un contexte aussi de nombre de formations qui ont augmenté, passé de 13 000 à 17 000, ce qu'on met d'ailleurs dans le rapport. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, vu la richesse du débat qu'il y a autour de Parcoursup et ses effets notamment sur les inégalités d'accès, de réussite, etc. des élèves, on voit bien qu'il y a des progrès qui sont encore possibles, notamment quand on le voit dans les propositions qui sont en débat, qui est-ce qu'il faut aller plus, notamment, pour avoir plus de boursiers, peut-être en calculant autrement, notamment les quotas, pour ouvrir davantage les filières sélectives. Donc, sur ce deuxième point, vu la richesse du débat et vu les propositions qui sont en fait sur la table, vous savez qu'il y a certainement peut-être des progrès à faire. Bien, merci pour vos réponses. Le rapport, évidemment. J'excuse les deux rapporteurs qui ont dû s'échapper de notre réunion, mais qui, évidemment, vont travailler ardemment sur la base que vous avez fournie là. Merci aux collègues pour leur présence, leurs questions, et je souhaite à tout le monde une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci, monsieur.